Plus je creuse le sujet et plus je me rends compte que SpaceX n'est probablement pas l'action spatiale telle qu'on la pense et qu'au final c'est beaucoup plus gros que ce que la grande majorité des gens pensent. Comme tu l'as sûrement vu passer partout, sur internet, sur YouTube, même moi j'en avais parlé il y a de ça plusieurs mois sur mon compte Instagram, je l'avais partagé en story, j'ai fait des vidéos dessus. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre tout de suite parce que je partage énormément de valeurs et beaucoup de choses intéressantes qui devraient énormément t'aider dans tes investissements. SpaceX va faire son introduction en bourse le 12 juin 2026, donc là dans quelques jours. Et tu te poses sûrement beaucoup de questions du genre est-ce que c'est le bon moment pour l'acheter quand elle va sortir ou est-ce que je peux l'acheter quand elle va sortir? Mais déjà, est-ce que tu t'es posé la question de savoir réellement ce que c'était SpaceX? Parce que je suis sûr à 100% que tu vas me dire bah c'est un fabricant de fusées. Alors ouais, c'est grossièrement résumé, c'est pas totalement ça à 100%, mais sache qu'Elon Musk est peut-être en train de construire l'entreprise la plus importante du futur et c'est ce que je voulais te partager durant ces 10 prochaines minutes pour que tu puisses réellement comprendre de quoi il s'agit parce que sinon tu vas encore acheter un truc que tu comprends pas, tu vas perdre de l'argent, tu vas dire que la bourse c'est de la merde et moi ça va me saouler parce que la bourse c'est loin d'être de la merde, il suffit juste de comprendre les entreprises que tu as envie d'acheter et que tu as envie d'inclure dans ton portefeuille. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que l'introduction en bourse de SpaceX risque d'être l'IPO la plus énorme de l'histoire. On parle d'une entrée en bourse avec une valorisation comprise entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Pour te donner une idée déjà de ce que ça vaut, une boîte comme Meta, ça vaut 1550 milliards à peu près et Tesla, on est autour des 1600 milliards. Donc ce qui veut dire que SpaceX pourrait littéralement rentrer dans le top 10 des entreprises les plus valorisées aux États-Unis juste lors de son introduction en bourse, ce qui s'est littéralement jamais vu. Mais là où c'est le plus bizarre, c'est que SpaceX donc vaudrait entre 1500 et 2000 milliards de dollars alors qu'elle a simplement un chiffre d'affaires de seulement 16 milliards de dollars. Et donc forcément, quand tu regardes ça rapidement, tu te dis mais attends, mais c'est quoi ce délire là? Comment une entreprise qui est valorisée autant que Meta ou que Tesla peut réaliser seulement un chiffre d'affaires de 16 milliards? Il y a un truc qui colle pas là, ça va pas du tout. Alors oui, la valorisation sera sûrement extrêmement énorme par rapport à ce que ça vaudrait réellement, mais quand tu comprends ce que Musk est en train de construire, finalement tu te dis c'est pas si bête que ça et c'est potentiellement pour ces raisons-là que le marché price SpaceX aussi hautement par rapport à un chiffre d'affaires qui est aussi faible. En réalité, les fusées, c'est pas vraiment le sujet de SpaceX. Le vrai sujet de SpaceX, c'est Starlink. Pour rappel, Starlink, c'est un service d'internet par satellite qui a été créé par SpaceX et qui permet littéralement d'avoir internet en haut débit et ça peu importe où tu te trouves dans le monde. Ça peut être sur le mont Everest, ça peut être en plein milieu de l'océan, en plein milieu du désert, à la campagne, peu importe, tu auras internet parce que ça marche par connexion satellitaire. Et tout ça grâce à des milliers et des milliers de petits satellites que SpaceX a envoyés en orbite autour de la Terre et ça depuis maintenant plusieurs années puisqu'ils ont commencé à le faire à partir de 2019. Et aujourd'hui, Starlink, c'est pas une petite boîte, c'est littéralement des millions d'abonnés dans le monde entier, c'est couvert dans plus de 150 pays et aujourd'hui, Starlink représente à peu près 50 à 80% du chiffre d'affaires de SpaceX, c'est absolument énorme. Et là, tu te dis, en fait, les fusées ne servent pas à envoyer simplement des choses dans l'espace, elles servent à construire la connectivité réseau de l'écosystème Musk. Et ce réseau-là, il devient hyper stratégique. Pourquoi? Et c'est là où ça devient hyper hypant pour le coup, parce que demain, tout ce qui est voitures autonomes, robots humanoïdes, les drones, les services de l'armée, l'intelligence artificielle, tout ça aura besoin de connectivité et de réseaux ultra à haut débit et ultra rapide pour fonctionner. Et aujourd'hui, SpaceX est littéralement en monopole sur toute cette infrastructure-là, parce que 80% de ce qui est envoyé dans l'espace aujourd'hui passe par SpaceX. Et petite parenthèse, quand je dis voiture électrique, robot humanoïde, IA, ça te fait pas penser à une boîte en particulier. Là, tu penses à rien. Parce que moi, ça me fait penser littéralement à une entreprise qui a aussi un lien avec Elon Musk, Tesla. Et je pense que tu commences un peu à comprendre où je veux en venir. Et déjà, si tu penses encore aujourd'hui, en 2026, que Tesla, c'est encore une entreprise de construction de voitures électriques, je peux te dire que tu te fous littéralement le doigt dans l'œil. C'est littéralement tout sauf ça. Je dédierai une vidéo, bien évidemment, sur le sujet. Et je pense que tu risques d'être extrêmement surpris de ce qu'il est en train de faire, notamment avec Tesla. Donc, je t'invite à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ces raisons que je parle autant dans mes vidéos de thématiques d'investissement, de cycles, de compréhension des entreprises et des business. Parce qu'au final, les plus grosses performances en bourse, elles viennent rarement des entreprises que tout le monde est en train de regarder déjà depuis plusieurs années. Le spatial, par exemple, ça fait des mois et des mois que, entre guillemets, je vois le truc arriver. J'ai déjà commencé à m'y exposer fin d'année dernière. Pourquoi? Parce que je voyais déjà depuis un certain temps les dépenses du spatial exploser. Il y avait un réel besoin d'infrastructures à ce niveau-là. Et surtout, j'ai tablé sur le fait que SpaceX allait être coté en bourse à partir de cette année et qu'à partir du moment où l'annonce de l'introduction en bourse allait être faite, que toute l'infrastructure spatiale et toutes les autres actions en bourse liées à l'écosystème spatial allaient complètement exploser parce que c'était le catalyseur qui allait déclencher tout ce qui allait suivre derrière. Et les entreprises qui sont les leaders dans cet écosystème
écosystèmes-là ont littéralement explosé et les performances ont été astronomiques. J'ai une ligne qui a fait quasiment 100% depuis que je suis investi dessus. Et même les membres de mon écosystème qui ont suivi la thématique d'investissement ont tous fait des performances entre 30%, 50%, voire même plus en seulement quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est littéralement énorme. Donc encore une fois, le vrai message derrière tout ça, c'est pas de me faire passer pour un génie ni de flex, pas du tout. Mais c'est simplement te prouver que quand tu arrives au bon endroit, au bon moment, que tu regardes les thématiques d'investissement qui captent la performance, il y a un catalyseur qui arrive et qui fait exploser tout l'écosystème derrière et tout le secteur dans son intégralité, c'est là où tu vas chercher le plus de performance. C'est vraiment aussi simple que ça, faut pas chercher plus compliqué. Et le problème, c'est que je vois énormément de gens perdre du temps à analyser toujours les mêmes entreprises, toujours les mêmes secteurs, toujours les mêmes ETF, tout ce qui ne capte aucune performance. Mais à quoi ça sert de passer du temps et d'investir de l'argent et de mobiliser de l'argent sur des choses qui ne performent pas ou qui prennent simplement du 4 ou du 5% par an? T'es jeune, t'as un profil de risque qui est dynamique. C'est maintenant qu'il faut agir. T'as l'opportunité du siècle. Tu peux littéralement gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avec tes investissements en ciblant uniquement les thématiques d'investissement qui captent la performance maintenant. Mais j'ai presque envie de te dire, c'est même pas de ta faute. Pourquoi? Parce que quand tu regardes sur YouTube ou sur Internet, tu as que du contenu qui est orienté à l'inverse de ce que je suis en train de te raconter aujourd'hui. Tout ce qu'on te propose de regarder, c'est cette entreprise française a perdu en bourse moins 15, moins 20%. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour racheter? Il y a cette entreprise-là qui a baissé. Quel est son meilleur point d'entrée? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si des entreprises qui ne captent aucunement la performance du cycle maintenant et dans les prochaines années va performer ou pas? On n'en a rien à carrer. Je sais que tu n'as pas l'habitude d'entendre ça, mais je te jure que tu seras beaucoup plus gagnant en essayant plutôt de mobiliser ton énergie en trouvant les thématiques et les secteurs qui captent la performance maintenant, exposer ton capital, engendrer le plus de performance que tu peux pour après pivoter potentiellement dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'aujourd'hui le marché marche comme ça. C'est terminé les entreprises que tu gardais dans ton portefeuille 15 ans, 20 ans. Le marché va beaucoup trop vite pour ça aujourd'hui à cause de l'intelligence artificielle. Le monde est littéralement en train d'être bouleversé et de changer dans nos relations, dans nos interactions sociales, dans le monde professionnel, même aussi dans tes investissements. Donc tu peux pas jouer avec les mêmes cartes qu'avant dans un monde qui va beaucoup trop vite et qui est totalement dépassé, même sur le point de l'investissement. Donc essaie vraiment d'avoir cette réflexion pour tes investissements et je te garantis que c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Je suis pas plus intelligent que tout le monde, je suis pas plus intelligent que toi, je suis pas un génie, j'ai aucun contact chez BlackRock qui me donne les bonnes informations. J'ai simplement appris à m'exposer sur les bonnes thématiques, les bons secteurs. Donc, entre guillemets, être au bon endroit, au bon moment pour capter la performance et j'irai ailleurs quand le marché aura bougé. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, pour revenir à notre sujet, il faut bien comprendre que l'IA et tout l'écosystème IA dans son intégralité a quand même un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que l'IA va quand même atteindre un mur physique dans les prochaines années parce que la demande de calcul est absolument monstrueuse. Et malheureusement, sur Terre, notre puissance pour délivrer cette fameuse capacité de calcul, malheureusement, elle est quand même plutôt limitée. Aujourd'hui, ça fonctionne plus ou moins de cette manière-là. C'est-à-dire que Nvidia, qui est le leader dans ce domaine-là, conçoivent les puces. C'est TSMC qui les fabrique et après c'est les big tech, donc toutes les entreprises, les plus grosses entreprises IA sur le marché qui se battent à coups de milliards pour les acheter. Mais le problème c'est que à terme, même une boîte comme Nvidia risque d'être quand même grandement limitée par rapport à sa conception et à la puissance de calcul qu'elle va devoir émettre. Même Elon Musk lui-même a expliqué que si Tesla, XIA et Optimus, donc ces robots humanoïdes, donc ces 3 entreprises-là, fonctionnaient à pleine puissance, ou du moins juste atteignaient leurs objectifs, la production mondiale de puces serait largement insuffisante juste pour couvrir ces 3 entreprises-là. Et des entreprises IA qui ont besoin de puces et de puissance de calcul, il y en a littéralement des centaines aujourd'hui, voire des milliers. Et c'est là où on change complètement d'échelle finalement. Là, on parle littéralement de revoir l'infrastructure énergétique, les systèmes de refroidissement, les infrastructures IA en tant que telles et surtout la capacité de production. Donc en gros, c'est quasiment écrit l'IA sur Terre a une durée de vie qui est quand même limitée par rapport aux ressources qu'on est capable de produire. Là, ça reste encore gérable parce qu'on est toujours aux prémices de l'intelligence artificielle, on en est encore au tout début. Mais plus l'IA va avancer et plus on va avoir un problème en termes de ressources. Dis-toi que simplement 30 à 40% de la consommation d'énergie dans les data centers sert uniquement à refroidir les systèmes qui tournent et faire entraîner les modèles dans les data centers. Donc, au bout d'un moment, comme je te dis, c'est pas possible. On va se heurter à une limite physique. Et c'est là qu'arrive le projet le plus fou d'Elon Musk qui s'appelle le projet Terafab. Alors là, tu as l'impression que je pars un peu dans tous les sens, etc. Mais tu vas comprendre qu'au final, SpaceX est le vaisseau de tout ce que je suis en train de te raconter. Donc Terafab, qui a été annoncé fin mars de cette année. Putain, je te jure que quand j'ai vu les chiffres, j'ai cru que c'était de la science-fiction tellement ça paraît impensable et irréalisable comme projet. Mais quand tu connais Musk,
C'est pas si fou que ça finalement. Donc Terafab, ça serait donc cette giga usine, comme tu peux le voir sur la photo. Alors bien évidemment, ce sont des images de synthèse, hein, c'est pas des vraies images, mais en gros, on serait sur ce type d'usine là. On serait sur une usine qui ferait à peu près 16 km de long. Donc c'est littéralement gigantesque, qui regrouperait toute la puissance de calcul dont a besoin Musk pour faire tourner ces 3 entreprises, à savoir Tesla, XIA et SpaceX, et être en capacité de produire cette quantité inédite et délirante de puissance de calcul. Et c'est là où tu comprends son objectif. En fait, le mec, il veut simplement créer ses propres infrastructures IA, ses propres systèmes, ses propres puces et en gros son propre écosystème complet. En gros, Musk essaye de faire avec l'intelligence artificielle ce que Apple a réussi à faire avec ses produits, c'est-à-dire de tout contrôler, toute la chaîne de production de A à Z. Donc tu te doutes bien que le problème d'un projet pareil, c'est que ça demande une quantité d'énergie qui est pharaonique et monstrueuse. Rien que sur ce projet-là, on parle d'avoir une consommation électrique juste de ce qu'est capable de produire les États-Unis sur une année entière. Donc là, une seule entreprise consommerait entre guillemets l'équivalent et demanderait en énergie la consommation d'un pays tout entier. Et c'est là que le délire commence vraiment, puisque Musk finalement est déjà en train de parler de mettre des data centers dans l'espace. Donc tu te dis, bon ok, le mec est en train littéralement de perdre les pédales, le mec est un malade mental, mais encore une fois, c'est Musk et c'est pas si fou que ça. L'espace résoudrait déjà beaucoup de problèmes qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. Il y a ce qu'on appelle l'énergie infinie, c'est-à-dire qu'il y a le soleil qui brille en permanence, ce qui fait qu'on n'aurait pas de nuages, on n'aurait pas de nuit. Donc, c'est-à-dire que sur les data centers, ça serait alimenté par de l'énergie solaire. Donc, en gros, il y aurait du soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on aurait une espèce d'énergie infinie alimentée par le soleil. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on sait aussi que la principale contrainte des data centers, c'est les systèmes de refroidissement. Et donc, les mettre dans l'espace, ça permettrait un refroidissement passif avec une évacuation par rayonnement thermique. C'est-à-dire que, en gros, on se servirait du vide spatial pour refroidir les data centers qui sont dans l'espace. Alors, je le fais très simple parce que bien évidemment, si tu as bien suivi tes cours de physique quand tu étais au collège, tu sais que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a pas de refroidissement par le vide spatial à proprement parler. Mais on fait par ce qu'on appelle le rayonnement thermique, exactement comme le fait un radiateur, par exemple, là dans une pièce, qui va diffuser sa chaleur grâce à l'électricité. C'est exactement le même principe, mais pour les data centers. Et c'est quelque chose de très connu déjà dans l'écosystème spatial. Et c'est là où tu commences à connecter un petit peu les points par rapport à tout ce que je te dis depuis le début. Parce que tu dis, attends, donc SpaceX, l'entreprise que moi je pensais être simplement une entreprise de fusée, sert finalement à envoyer des satellites, concevoir les infrastructures, les systèmes énergétiques et potentiellement mettre dans quelques années des data centers dans l'espace pour faire fonctionner l'IA. C'est vraiment l'écosystème complet que Musk est en train de construire depuis déjà une quinzaine d'années, puisque lui, son but, c'est de transformer Tesla uniquement dans une fabrication de véhicules autonomes. XIA, donc c'est son entreprise d'intelligence artificielle, c'est le cerveau qui va faire fonctionner tout ça. Optimus pour avoir des agents physiques, donc des robots partout dans le monde. Starlink pour avoir ce fameux réseau mondial pour alimenter ses robots, son IA et ses véhicules autonomes. Et tout ça satellisé par SpaceX qui est le système de transport et le vaisseau pour alimenter tout ça dans l'espace. C'est absolument incroyable. Moi, ça me hype, j'adore ça. Et bien évidemment, au centre de tout ça, tu as Terafab qui va servir à produire la puissance de calcul de toutes les autres entreprises et de toute la chaîne qui a juste en dessous. Donc attention, encore une fois, c'est là où il faut être lucide. C'est pas parce que SpaceX est une putain d'entreprise qu'il faut l'acheter à n'importe quel prix quand elle va sortir. Comme je te le disais au début de cette vidéo, on parle quand même d'une valorisation entre 1500 et 2000 milliards suivant les estimations, on sait pas trop. Donc on a quand même une entreprise qui va être cotée en bourse qui sera à peu près à 125 fois ses revenus, alors que les boîtes les plus market capées du monde, celles qui marchent le mieux, à savoir des boîtes comme Nvidia, Amazon, Google, etc., tournent entre 30 à 40 fois leurs revenus. Donc oui, le projet est monstrueux, la vision est monstrueuse, mais derrière la valorisation sera tellement élevée que je pense pas que de l'acheter tout de suite sera une très bonne idée, voire même j'en suis quasiment certain. Et il y a un vrai truc aussi que je voulais aborder dans ce sujet-là, parce que c'est extrêmement important, parce que je reçois énormément de messages depuis que j'ai commencé à parler de ça du coup sur mes réseaux il y a plusieurs mois maintenant. Il y a pas mal de gens qui me demandaient si est-ce que l'entreprise va être introduite dans les ETF indiciels type S&P 500, Nasdaq, voire même le MSCI World. Et je pense que c'est l'un des sujets aussi les plus importants de cette IPO parce que apparemment le Nasdaq serait justement en train de changer
ces règles pour permettre à des IPO hyper importantes comme celle de SpaceX d'intégrer les indices de manière beaucoup plus rapidement que ce qui était possible de le faire avant. Parce qu'en gros, avant, une entreprise, elle devait attendre plusieurs mois, voire un an de cotation pour être introduite dans l'indice en question. Mais avec la nouvelle règle du fast entry du Nasdaq, la règle pourrait totalement changer puisqu'en seulement 15 jours, le Nasdaq 100 pourrait intégrer l'entreprise et plus plusieurs mois, voire un an, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et c'est là où il y a quand même un problème et le scénario à craindre. Pourquoi ? Parce qu'il y aura énormément de demandes de la part de ces gérants de fonds qui vont vouloir donc acheter ces actions-là pour les inclure dans les ETF. Mais derrière, il y aura extrêmement peu d'actions à la vente. Il y aura très peu d'offres. Donc, ça risque de créer un énorme déséquilibre parce que la demande sera explosive, mais l'offre sera extrêmement limitée. Donc, forcément, qui dit plus de demandes que d'offres, ça risque de faire exploser le cours à la hausse. Donc, le scénario le plus probable pour moi, c'est qu'on va avoir donc une explosion des prix avec une euphorie totale. Tous les particuliers vont avoir un énorme FOMO parce qu'ils vont voir l'action monter, ils vont pas vouloir louper le train, donc ils vont se positionner dessus. Et après, quand on atteindra la limite, il va y avoir un énorme retour à la réalité, et un énorme downfall du coup de ces actions-là, puisque on va revenir à la réalité comme à chaque introduction en bourse. À chaque fois, c'est le même scénario. Donc personnellement, oui, je pense que SpaceX risque d'être la plus grosse IPO de l'histoire. L'une des plus grosses entreprises qui n'a jamais été créée. Mais est-ce que je vais l'acheter quand elle va être cotée en bourse à sa sortie le 12 juin ? Non, pas du tout. Si j'ai envie de la mettre dans mon portefeuille, j'attendrai qu'elle retombe sur des niveaux de valorisation et des prix qui sont corrects et qui reflètent plus la réalité de ce que vaut l'entreprise réellement aujourd'hui. Je pense vraiment que la grande majorité des gens sous-estiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui en bourse. Et aujourd'hui et dans les prochaines années à venir, les performances vont se créer uniquement chez les personnes qui vont comprendre où va le monde, l'écosystème dans lequel ils évoluent, qui vont être en capacité d'identifier les secteurs qui ont les dépenses qui explosent le plus et surtout de repérer les entreprises qui sont indispensables au fonctionnement du cycle dans lequel on se trouve et surtout qui vont avoir donc cette espèce de capacité d'adaptation par rapport au marché et qui vont être capables de changer leur thématique d'investissement et d'abonder leur portefeuille en fonction de là où va la liquidité. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pour ça que des boîtes comme SpaceX sont hyper intéressantes et en sont un parfait exemple. Parce que peut-être que pour toi, jusqu'à maintenant, tu voyais SpaceX comme une simple entreprise de construction de fusées, alors qu'en réalité, tu es peut-être en train de regarder de l'infrastructure énergétique, industrielle, informatique, spatiale, et probablement la plus grosse entreprise en lien avec l'intelligence artificielle qui n'ait jamais été créée. Et probablement que le développement, le futur de l'intelligence artificielle, tout reposera sur cette entreprise-là. Développe cette capacité à comprendre les entreprises comme je le fais aujourd'hui parce que je te jure qu'après, tu vas t'en mordre les doigts parce que tu vas passer à côté d'entreprises qui peuvent te générer littéralement des centaines de pourcentages de performance sur tes investissements et tu vas passer à côté de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros tout au long de ta vie et tu vas te dire putain, j'ai investi comme une merde, j'ai investi exactement comme les gens le faisaient il y a 10 ans ou 15 ans alors que je voyais les vidéos d'Andrea qui me disaient d'investir de manière flexible, d'être adapté et de surtout de capitaliser sur ce qui fonctionne maintenant. Tu vois, si je l'avais écouté, aujourd'hui, je serais bien et je pourrais vivre la vie que je veux. Mais je ne l'ai pas écouté parce que je n'ai pas pris au sérieux ce qu'il était en train de me dire. Donc, si tu as envie d'apprendre à analyser et à comprendre le marché comme je le fais aujourd'hui, pour après chercher les différentes thématiques d'investissement et en allant capitaliser sur les meilleures entreprises de chaque thématique qui ont un lien avec le cycle actuel et le tout construit dans un portefeuille qui est ultra optimisé et la bonne stratégie pour plus investir à l'aveugle et arrêter de mettre de l'argent sur ce qui ne performe pas, je t'ai mis un lien en description. Aucune obligation bien évidemment, je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit, mais je suis juste là pour qu'on s'appelle juste toi et moi pour qu'on puisse prendre 30 minutes lors d'un appel, que tu montres un petit peu ce que tu as mis en place sur ton portefeuille d'investissement, les différentes stratégies que tu as mis en place, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on pourrait optimiser, que je puisse lever les contraintes que tu as sur ton portefeuille, pour que tu puisses tout de suite aller chercher beaucoup plus de performance que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Même si tu n'as pas commencé à investir d'ailleurs, que tu as simplement du cash à mobiliser, que ce soit 15 000, 20 000, 30 000 euros, voire même plus, mais que tu as quand même envie d'investir et de le faire tout de suite dans les meilleures conditions avec la bonne structure et que tu n'as pas envie de te planter et de perdre de l'argent, tu peux tout à fait réserver cet appel et je serais hyper ravi d'échanger avec toi et de t'orienter vers la stratégie qui sera la plus optimisée par rapport à tes objectifs et au capital
capital que tu as à mobiliser et tout de suite performer, ou du moins le plus rapidement possible, tout en limitant ton risque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça t'a permis de mieux comprendre ce qui se cachait autour de SpaceX. Bien évidemment, je ferai des points régulièrement sur cette chaîne concernant SpaceX, voire même toutes les entreprises dont je te parle sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras suivre un petit peu l'évolution. N'hésite pas non plus à liker, à poser ta ou tes questions en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Je te souhaite une bonne journée et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.